À la une de l'actualité, Zéphirine Diabré, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, a pour sa première sortie officielle rencontré le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Une rencontre intervenue quelques heures après son installation dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement. Comme Zéphirine Diabré, 6 autres ministres du gouvernement d'Abiré ont été installés dans leurs fonctions ce 14 janvier. Stéphane Sanou, le secrétaire général du gouvernement qui a responsabilité pour relever du deuxième quinquennat du président Roch Kabouri. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Les ministres nouvellement élus dans le gouvernement d'Abiré ont successivement pris fonction. Le secrétaire général du gouvernement a procédé à leur installation. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Diabré, celui de la santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, Ouseni Tamboura de la communication et Victoria Kibora de la justice peuvent désormais se mettre au travail. Le film des installations avec Benjamin Kwame. Le professeur Charlemagne Ouedraogo reçoit des mains du secrétaire du gouvernement sa lettre de prise de fonction. Charlemagne Ouedraogo est ainsi officiellement comme ministre de la Santé. Il remplace le professeur Claudine Louguet. Le département de la désormais ministre de la Santé qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Beaucoup a été fait, mais il y a aussi eu des échecs. Tout en s'excusant pour ses insuffisances, elle invite son successeur à consolider les acquis de son département. Humblement demander pardon à tout ce que j'ai pu dans l'exercice de mes fonctions offensées. Je me suis fait l'honneur de faire un mémorandum au professeur Charlemagne Ouedraogo qui peut lui servir de boussole, parce que pas de boussole pour continuer ce que nous avons fait, mais peut-être pour améliorer, comme lui-même il le dit. Nous avons fait des choses, nous avons fait des erreurs, à lui de prendre et d'améliorer, mais je pense qu'il était honnête de notre part de lui dire voilà où nous nous sommes rendus, voilà ce que nous pensions faire, et à lui de faire ce qu'il devait faire. Novice dans l'équipe gouvernementale, le nouveau ministre de la Santé dit compter sur celle qu'il appelle maître pour poursuivre et gérer valablement les dossiers brûlants restés en stand-by, comme la gestion de la Covid-19 ou encore la question sur la fonction publique hospitalière. Je voudrais ici et maintenant lui demander de rester à ma disposition car elle a une expérience gouvernementale que je n'ai pas. Je souhaiterais vivement que pour consolider les acquis, elle puisse rester mon conseiller, qu'elle puisse guider mes pas afin que je puisse consolider ces acquis et voir là où il faut améliorer. Charlemagne Ouedraogo place son mandat sous le signe de la solidarité et de la cohésion sociale. C'est pourquoi il demande déjà à ses collaborateurs d'éviter de former des clans tout en privilégiant l'intérêt général pour lequel ils ont tous été appelés. Ici, à la cité administrative, dans cet immeuble, Ouseni Tamboura occupera désormais le bureau de Fulgence Dandjinou. Le secrétaire du gouvernement procède au même exercice en installant celui qui va gérer aussi la communication du gouvernement. Avant de partir, il est à noter plusieurs actions positives à mettre à l'actif du ministre sortant, qui ne manque pas d'ailleurs de le souligner. Nous avons réussi à mettre en œuvre la TNT et engager des mutations qui, je suis certain, au niveau des EPE, au niveau du SIC, pourront raisonnablement améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs. Donc je pense qu'il reste des chantiers à mettre en œuvre et j'ai foi que le ministre Tamboura aura la dynamique nécessaire afin que justement, par rapport à la lettre de mission qui lui sera donnée, ces chantiers-là puissent connaître une accélération. La communication pour le développement, un défi aussi prioritaire pour le nouveau ministre. Pour le reste des chantiers, Ouseni Tamboura compte s'appuyer aussi sur les actions déjà entreprises. Au revoir donc, cher Rémi, avec le vœu que vous serez encore disposé à nous aider. Je voudrais rassurer que j'accomplirai ma mission dans un esprit de poursuite des chantiers, ouvert donc par mes prédécesseurs, particulièrement mon prédécesseur Rémi, je peux aussi t'appeler ainsi, et particulièrement la recherche de l'amélioration des chantiers qui concernent l'amélioration de la condition de vie et de travail des acteurs du secteur. Ouseni Tamboura se dit déjà prêt, ouvert et disponible à discuter et échanger avec tous les acteurs sociaux pour une issue favorable sur toutes les questions qui n'ont pas pu trouver réponse avec son prédécesseur. À la justice, le ministre René Bagoro fait la
à Victoria Ouedraogo Kibora. Mais avant, il évoque quelques actions bénéfiques pour son département que Victoria Ouedraogo pourra poursuivre. Plusieurs actions ont été menées sur la période 2016-2020. Les résultats atteints sont entre autres l'augmentation progressive du nombre de tribunaux et cours d'appel. Elle s'est manifestée par la construction et l'ouverture du tribunal de grande instance de Koupéla en 2016, faisant passer le rayon moyen d'accès à un tribunal de grande instance de 60,3 km à 59 km. À son tour, Victoria Ouedraogo rassure qu'avec son expérience personnelle, tout sera mis en œuvre pour le rayonnement de la justice burkinabé. Je voudrais renouveler ma reconnaissance et mon remerciement et compter sur chacun pour que le secteur de la justice et les droits humains puissent, dans une attitude voulue constamment positive, apporter leur contribution au renforcement de la démocratie dans notre pays et au rayonnement de la justice. Charlemagne Ouedraogo, Ouseni Tamboura et Victoria Ouedraogo Kibora sont désormais attendus au palais de Kosiam. Le balai des installations des ministres se poursuit aujourd'hui même. Les ministres en charge de l'habitat, des sports, de la culture et de l'environnement, entre autres, prendront leur quartier ce 15 janvier. Dans la suite de ce journal, avant la passation de charge au ministère de la Justice, Kwame Hervé Dapa a échangé avec le désormais ex-ministre de la Justice garde des Sceaux. René Bagouro dit s'être préparé depuis 3 mois pour son départ. Dans quel état d'esprit se trouve donc le ministre qui a survécu au remaniement du premier quinquennat du président Roch? La réponse dans ce reportage. René Bagouro, arpentant les allées du ministère de la Justice, un département qu'il a dirigé 5 années durant, sans interruption. À 1 heure environ de la passation de service avec son successeur ce 14 janvier, le désormais ex-garde des Sceaux a tenu à dire au revoir à ses collaborateurs avant de partir. Il passe dans chaque bureau. Salutations par-ci, rire et remerciements par-là. Vous avez été formidable, 5 ans d'accompagnement. Je ne vais pas oublier. Quelques instructions aussi, sans doute les dernières. Des collaborateurs qui auront gardé une certaine image de leur patron. Un monsieur très humble, beaucoup travailleur. Voilà, c'est ce que nous retenons de lui. En tout cas, en termes de collaboration, il n'y avait pas de problème. Oh, il était un ministre qui comprenait tout le monde. Voilà. À tout moment, on peut le toucher. Vraiment, il n'y avait pas de barrière. Les barrières, elles étaient par contre très visibles entre René Bagouro et le corps des magistrats, avec lequel les relations étaient des plus exécrables. Interrogé sur la question, le syndicaliste qu'il a été en profite pour régler quand même quelques comptes. S'il y a des gens qui ont estimé que je devais, parce que je suis un ancien responsable syndical, me conduire dans le gouvernement comme un syndicat, c'est qu'ils n'ont rien compris de l'action gouvernementale. L'essentiel pour moi est que, quels que soient les soubresauts, les attaques, j'ai pu mener ma mission selon ma lettre de mission. Une mission officiellement terminée depuis le 30 décembre, date à laquelle le gouvernement a été dissous. Alors, pour une dernière fois, René Bagouro entre dans ses bureaux pour les derniers actes. Non, je suis en train de relire pour la dernière fois mon discours de revoir et surtout de voir les pièces qui vont faire l'objet de la passation de service, parce que je dois quand même faire le point des dossiers en naissance à mon successeur, et donc je suis en train de jeter un dernier coup d'œil pour me rassurer que tout est en ordre. Que tout soit en ordre, comme l'est le bureau soigneusement rangé. Pour ne pas vous cacher les choses, moi, ma table, j'avais déjà fait mes bagages quand même, ça fait à peu près 3 mois. Parce que j'avais pensé que le moment était venu pour moi de partir. Et au moment de partir, le magistrat qu'il est essaie de dresser la nuance entre sa profession et le job de ministre. Vous savez, quand on est magistrat, on décide, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On rend la décision à son âme et conscience. Quand on est ministre, on doit tenir compte de beaucoup d'intérêts qui convergent pour pouvoir gérer des situations. Et on doit rendre compte. Ah, bien sûr, on doit rendre compte parce qu'on est mandaté par des gens. Ce n'est pas le même monde. Une appréciation des choses que René Bagouro transmettra sans doute à son successeur, Victoria Ouedraogo Kibora, qui le rejoint. Les 2 serviteurs d'État vont passer plusieurs minutes à huis clos. Ensuite arrive le secrétaire général du gouvernement et l'ex-ministre des Droits humains. Nous sommes à une poignée de minutes de la passation des services. Il faut partir.
Réconcilier les fils et filles du Burkina Faso, c'est la mission assignée à l'ex-chef de file de l'opposition politique burkinabé Zéphirin Diabré. Il mesure la délicatesse de sa mission. À peine installé hier dans ses fonctions, il a rencontré pour sa première sortie officielle le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, une organisation de la société civile qui se bat pour qu'éclate la vérité sur les massacres de Yirgou. Archimède Boy. C'est sa première action officielle depuis sa nomination au poste de ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Zéphirin Diabré, dans les locaux du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Contrairement à ce que certains veulent croire, les questions de réconciliation et de cohésion sociale, nous n'allons pas les aborder uniquement sur l'angle politico-politicien. Certes, l'angle politique est très important, mais d'autres questions non moins importantes, sinon très importantes ou même plus importantes sont là. Nous abordons ces questions-là en regardant toutes les formes de déchirure qui peuvent mettre en péril l'unité de notre nation. Et la question de la stigmatisation ou des discriminations sont des paramètres qui sont très dangereux et qui agissent contre la cohésion sociale. Le CISC saisit cette occasion pour exposer au ministre d'État sa vision de la réconciliation nationale, mais aussi ses attentes sur le dossier des assassinats de Yirgou. Parce que la question de Yirgou n'interpelle pas seulement la justice, ça interpelle tous les Burkinabés, ça interpelle toutes les institutions de la République. Et il nous a promis de définir dans les jours à venir le cadre qui va encadrer cette démarche de réconciliation. Et il a dit également que tous les Burkinabés seront impliqués de différents bords et qu'on doit être prêt à soumettre notre avis et que le principe du débat contradictoire puisse dégager la lumière pour unir les Burkinabés. Zéphirin Diabré annonce bientôt une série de rencontres avec d'autres acteurs en vue de tracer les sillons de la réconciliation nationale. L'actualité ce 15 janvier, c'est aussi la manifestation des élèves stagiaires de l'École nationale de santé publique. Ils ont manifesté ce jour pour réclamer la reprise des activités pédagogiques, des activités suspendues depuis 2 mois maintenant. Ils disent rencontrer l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, pour avoir gain de cause. On écoute des manifestants. Donc, il y a des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme. Maintenant, l'anesthésie. Le Burkina Faso a participé à la rédaction du programme anesthésique de l'OAS. Si nous, maintenant, on veut appliquer ça, et que les médecins anesthésistes disent que ça va sortir des agents mal formés, que voulez-vous que je fasse? Il y a 2 solutions. Ou bien dire, je me passe de votre programme, vous appliquez le programme de l'OAS, parce que moi, je tiens à donner un diplôme que l'OAS va reconnaître. Il y a cette possibilité. Ça, c'est un passage en force. Ou bien je dis, bon, comme c'est vous qui enseignez, c'est vous qui êtes allé amender le programme de l'OAS. Si vous venez nous dire de nationaliser encore ce programme, je ne trouve aucun inconvénient. Je soustrais les élèves anesthésistes du programme OAS et nous continuons l'ancien programme. Voilà où nous en sommes en discussion avec la société savante. Mais comme c'est une question de programme, on ne peut pas le résoudre en un jour. Je ne peux pas dire aux élèves anesthésistes, vous allez reprendre demain et après-demain. Tout, la balle est dans le camp des échanges entre la société savante d'anesthésie que j'ai rencontrée et on verra dans les jours à venir ce qu'ils souhaitent. Vous venez plutôt d'entendre le directeur général de l'École nationale de santé publique. Les manifestants, eux, vous les entendrez dans notre édition du 19h30. Poursuivons ce journal avec ce coup de projecteur sur Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris Bank International. Il a été déclaré l'homme de l'année 2020 par le journal L'Économiste du Faso. Mais qu'est-ce qui a guidé le choix de nos confrères? La réponse avec Rémi Lambert-Nibi.
Il ne compte pas moins d'une dizaine de trophées dans son placard, des distinctions à lui décerner ou à son entreprise. Les plus récentes sont Banque régionale de l'Afrique de l'Ouest, décernée en août 2020 lors des trophées African Banker Awards. En septembre, Coris Bank International est sacré par la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, banque partenaire à la croissance la plus rapide en Afrique. Et en mi-décembre, c'est au tour des Financial Africa Awards de le couronner PDG de l'année. Sa toute dernière distinction, il ne l'a pas dans un placard, mais à la une d'un journal, L'Économiste du Faso. Cet hebdomadaire désigne dans son tout premier numéro de l'année 2021 Idrissa Nassa, PCA du groupe Coris, l'homme de l'année 2020 au Burkina Faso. Pour nous, M. Nassa représente le patron, je ne dirais pas le patron idéal, mais c'est ce pourquoi on voudrait que tous les autres patrons d'entreprise tendent vers. Développer la compétence locale, rapporter de la richesse au niveau local et se développer au plan régional et international. Il y a la visibilité aussi de la figure de proue de cette institution qui est quand même omniprésente et ça fait que ça dégage une certaine image du Burkina aussi à l'extérieur. Manager chevronné, ambitieux et plein de charisme, son sens du patriotisme et même du panafricanisme au cours d'une année 2020 économiquement éprouvante mérite d'être reconnu selon la rédaction de l'Économiste du Faso. Toute l'année 2020, avec la Covid-19, M. Nassa, en tête de Coris Bank International, a œuvré beaucoup pour refinancer les PME à travers les bons Covid-19. Donc c'était un argument aussi qui a pesé dans la balance. Nous sommes le seul groupe bancaire dont les capitaux sont originaires de l'UEMOA, entièrement. Donc à ce titre, lorsque ce programme de bons Covid ont été lancés, quoi de plus normal que nous soyons au premier rang pour accompagner donc les États. Pour la première série qui était de l'ordre de 1200 milliards, nous avons pris à peu près 30%. Et notre groupe seul a souscrit pour près de 30%. Il y a eu 3 autres opérations et dans certaines opérations, nous sommes allés jusqu'à 60%. Nous sommes allés jusqu'à 60% pour permettre la réussite des opérations. Et au 31 décembre, l'ensemble de nos filiales dans tous les pays, nous avons soutenu l'économie sous-régionale pour un volume global de plus de 1900 milliards de francs CFA. Dans le milieu bancaire, cela équivaut à une prise de risque où il fallait du courage, surtout que les retombées n'étaient mesurables que bien plus tard. Je pense que c'est quelqu'un qui est persévérant dans l'effort. Et il prend des risques que beaucoup ne prendraient pas. Il nous appartient, nous, de prendre les risques, des risques naturellement bien calculés, mais il est important que nous agissons et que nous n'hésitons pas et que nous relevons nos ambitions, nous relevons le niveau de nos ambitions pour permettre à notre continent d'avancer. C'est très bon pour accompagner les entreprises qui veulent s'exporter. Les gros entrepreneurs qui ont des chantiers, par exemple BTP à l'extérieur, sont souvent soutenus par cette entreprise. Très engagé dans le soutien des startups et des initiatives de promotion de l'esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse, être désigné homme de l'année 2020 est tout simplement une reconnaissance à sa juste valeur et prise comme telle par Idrissa Nassa. Moi, j'ai découvert donc cette nomination de l'homme de l'année sur les réseaux sociaux. Et j'étais très surpris. J'ai dit, bon, je ne comprends pas et tout. Et le directeur de la communication m'a expliqué. Il s'est mis en relation avec l'économie du Faso pour m'expliquer effectivement que, voilà, ils ont porté leur choix sur ma personne. Je tiens vraiment à le remercier pour le mode opératoire qui est très salutaire et qui est très clean. C'est vraiment des structures qui fonctionnent sur la base de leur observation, de leur appréciation des actions des acteurs économiques et qui décernent leur reconnaissance en fonction de ce que les gens font. Et ça, c'est très salutaire et je tiens vraiment à les féliciter pour cela. Homme de l'année 2020, une distinction bien personnelle certes, mais pour Idrissa Nassa, elle n'est que la somme du travail de près de 3000 collaborateurs répartis dans 8 pays de la sous-région où le groupe Coris est représenté. Une distinction de l'économiste du Faso qui invite à maintenir le cap de première banque du Burkina, détenue depuis 2016.
Actualité hors de chez nous, aux États-Unis, à 5 jours de son investiture en tant que 46e président américain, Joe Biden a dévoilé son plan de relance économique pour son pays. Environ 2 000 milliards de dollars seront mobilisés pour venir en aide aux ménages et aux entreprises américaines qui subissent les conséquences perverses de la pandémie du coronavirus. À 5 jours de son investiture à la Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden tente d'attirer de nouveau les projecteurs sur son action à venir, ses plans pour rassembler et relancer les États-Unis. Depuis son fief de Wilmington, il a dévoilé un plan de relance titanesque de 1 900 milliards de dollars. Objectif, venir en aide aux ménages et aux entreprises américaines mises à mal par la pandémie de Covid-19. Mais l'heure de Joe Biden n'est pas encore venue. Pour le moment, le vice-président républicain sortant Mike Pence semble avoir pris les rênes à Washington. On l'a vu aux côtés des troupes de la garde nationale qui quadrillent la capitale américaine depuis l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump le 6 janvier dernier. On l'a vu en réunion avec le FBI. Les services de sécurité sont en effet sur les dents face à la menace de nouvelles manifestations d'ici la prestation de serment de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris le 20 janvier sur les marches d'un Capitole barricadé. Quant à Donald Trump, désormais mis en accusation, il fera donc face à un procès en destitution au Sénat après l'investiture. L'enjeu ne sera plus de l'évincer du pouvoir, mais s'il est reconnu coupable, un deuxième vote pourrait viser à lui interdire d'être à nouveau candidat à la Maison-Blanche. En Italie, la Covid-19 continue de tisser sa toile. Les populations, elles, mettent en place des initiatives pour rester avec leurs proches. À Naples, une structure mobile permet le contact physique avec les pensionnaires des maisons de retraite. La salle des câlins s'est posée à Avellino, non loin de Naples. Une idée originale destinée aux pensionnaires des maisons de retraite en Italie. Son objectif, permettre de retrouver le contact physique dans cette structure mobile et gonflable qui se déplace de ville en ville. C'est vrai que cette salle suscite des émotions très fortes, dit cette responsable de maison de retraite. Et c'est aussi un nouvel espoir pour l'avenir, car elle semble être le début d'une sorte de normalité. Le contact qui jusqu'à présent n'existait plus recommence à exister. Et ainsi, quelqu'un qui s'était peut-être résigné à ne plus pouvoir serrer sa famille dans ses bras peut maintenant espérer. La dernière fois que les personnes âgées avaient vu leur famille, c'était par écran interposé. Aujourd'hui, chaque main se rappelle de la chaleur de l'autre. Chaque caresse est inoubliable. Se câliner en temps de Covid-19 en Italie, c'est possible et c'est sans risque. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur notre chaîne. À demain.